Nicolas Chatou-Combil est originaire de la région parisienne où il a passé son enfance. À 18 ans, il se découvre une passion pour l'écriture. Il écrit une série de romans sous le nom de Cycle Utopien. Cindéla de Sayan est le 3e cycle de la saga après la légende d'Utopia et les larmes de chat. Une série qui lui tient à cœur car elle est porteuse d'espoir, peut-être utopique. Un roman aux influences espagnoles et japonaises, un cocktail de tradition et de modernité où l'auteur évolue avec aisance sur un thème de l'heroic fantasy avec une touche de science-fiction, le tout dans une ambiance onirique et musicale. Nicolas Chatou-Combil aime mélanger les notes et les mots, c'est ainsi qu'il écrit en écoutant des morceaux de Bach. Ses romans reflètent son désir, sa volonté de toujours aller de l'avant et l'ambition qui le pousse à croire en lui, un chemin vers la découverte de soi. Venez découvrir un héros hors norme qui n'a pas sauvé le monde, non, mais qui nous a apporté quelque chose d'autre, un espoir et une nouvelle voie. Une voie que le héros nous invite à suivre, une voie qui n'attend que nous, mais une voie semée d'embûches et parfois de désillusions. C'est par ces mots que commence le récit du barde Nilwenn qui conte l'histoire de Cindéla de Sayan, fille d'aubergiste. Avec moi, pour vous raconter cette histoire, Nicolas Chatou-Combil. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez choisi de raconter cette histoire sous forme de récit moyenâgeux, puisqu'il y a un barde. Pourquoi avoir choisi cette forme narrative? Alors, le barde, c'est effectivement pour le symbole, on dit moyenâgeux, mais c'est surtout pour la forme littéraire que je voulais adopter, c'est-à-dire un format musical et littéraire. Donc, le barde sert principalement à articuler le texte à travers des mots musicaux, justement, des phrasés, des différents instruments qu'il va choisir, pour que tout le récit prenne un sens un peu particulier qui est attaché en fait aux différents instruments que j'utilise. Donc à chaque fin de paragraphe, on revient donc sur ce barde qui est en fait une femme. Oui. Vous avez choisi donc, c'est une bardesse, on dit oui, une bardesse. Donc oui, Nilwenn, donc c'est une femme. J'ai choisi, alors c'est un peu symbolique aussi par rapport à Nilwenn, c'est-à-dire que j'ai voulu prendre une femme un petit peu pour changer un petit peu justement de ce rôle. C'est-à-dire d'habitude on prend toujours des hommes là j'avais envie de mettre beaucoup de femmes ou de féminins pour changer un petit peu, tout simplement. D'accord, il y a également une forte corrélation entre le récit et puis la musique. Oui. Donc à chaque fois, le barde Nilwenn utilise un autre instrument. Au début, c'est la lyre, donc c'est une symbolique forte, la musique? Oui, alors c'est important parce que, parce que ça permet, comme je disais, d'articuler le texte selon différents rythmes, mais surtout, ce qui est surtout pour moi beaucoup plus important, c'est l'instrument qui symbolise à chaque fois une émotion ou on va dire un style musical qu'il peut adopter. Par exemple, la lyre alors? Là, c'était pour le côté un peu introductif, donc de prendre le temps, les notes qui s'écoulent, que le lecteur puisse rentrer dedans et suivre un rythme, on va dire, à la fois posé et assez onirique. La lyre qui est un instrument qui symbolise aussi la vibration cosmique du monde? Pas forcément la vibration cosmique, disons que c'est plus une... peut-être que ça peut se ressentir comme ça. C'est vrai que moi, c'était plus de ressenti musical. Quand j'entends le son de la lyre, c'est ce que ça me fait ressentir, cette façon simple, très épurée et en même temps un peu introductive. Je trouvais que c'est ce qui m'intéressait énormément dans le son de la lyre. Et c'est ce qui donne aussi une ambiance très particulière à ce récit. À chaque fin de paragraphe, effectivement, il y a la musique qui intervient, il y a le chant aussi qui intervient, et il y a une forme de captation de l'auditoire. Oui, c'est ça. Vu qu'on utilise un barde, donc il faut s'imaginer que tous les textes ils sont écrits, il y a des auditeurs donc, qui écoutent, un public qui est là, qui est attentif aux moindres paroles. Donc la musique, le rythme, c'est très important au niveau du choix de l'instrument. D'accord, donc Cindéla est une héroïne moderne au caractère bien trempé. Elle poursuit une quête qui l'amène dans les différents royaumes d'Utopia, le résumé par Nicolas Chatou-Combil. Alors que Cindéla de Sayan, c'est une jeune fille tout ce qui est de plus ordinaire, qui possède un pouvoir vraiment merveilleux qui s'appelle le pouvoir Tisrêve, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir réaliser tout ce qu'elle désire simplement par sa volonté.
mais elle va être amenée en fait à différentes aventures qui vont non pas pour réaliser une quête, mais pour essayer de se trouver. Donc une sorte, non pas on va dire de quête à but de sauver le monde, mais une sorte de quête initiatique pour un rôle majeur qui est dévoilé dans le livre. Alors nous sommes dans le monde d'Utopia qui est donc gardé par 2 gardiennes, 2 élus, dont l'une garde la cour des miracles et des rêves et l'autre la cour des songes. Est-ce que ce n'est pas pareil, les rêves, les songes? Alors c'est vrai que souvent c'est ce qu'on dit, c'est que le rêve et les songes sont pareils. Et en fait c'est voulu, c'est-à-dire que les rêves et les songes effectivement c'est la même chose. Ce sont 2 cours qui sont essentiels et qui sont complémentaires. Mais le songe va être plus connoté au côté songeur, c'est-à-dire que ça va être une forme un peu plus, pas négative, mais plus... un peu plus sombre du côté du rêve. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment la gardienne des rêves qui va être plus du côté, on va dire, bon du rêve et le songe plutôt du côté... Donc le rêve serait plus créatif et le rêve, est-ce que c'est source de créativité? Oui, c'est-à-dire que c'est comme je l'annonce, c'est une sorte de combat dialectique. Pourquoi? Parce que c'est cet affrontement permanent qui permet de créer quelque chose, donc de créer tout simplement. C'est la création, c'est le but même d'existence et d'équilibrer un petit peu les forces qu'il y a dans le roman. Donc vous dites aussi le monde ne pourra s'équilibrer qu'à condition de respecter la grande dialectique fondamentale. Alors quelle est-elle cette dialectique fondamentale? Alors là je laisse un petit peu l'interprétation du lecteur. Tout ce que je peux essayer de dévoiler c'est simplement qu'il y a 2 grandes cours qui s'affrontent pour une chose très importante, une notion très importante que j'amène le lecteur en fait, à découvrir à travers toute ma série ou de Siendella. Et Siendella en fait est un peu un élément perturbateur qui va venir, pas fausser, mais disons qui va venir changer cet équilibre ou qui peut au contraire apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, on n'a pas le sentiment que ces 2 cours s'opposent, parce que vous n'avez pas une vision manichéenne du monde, oui. En fait, c'est plutôt des complémentarités. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment très important de ne pas symboliser le bien ou le mal, parce qu'on va le découvrir d'ailleurs dans le roman, les 2 cours sont capables de faire des choses qui vont tant dans un sens que dans l'autre. C'est vraiment des objectifs qu'ils ont à long terme, des objectifs très précis, et ils utilisent pour ça différents moyens, et ces moyens peuvent paraître bons ou mal selon, on va dire, nos critères. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils veulent simplement atteindre un objectif très précis, donc quelque chose, un grand dessin, tout simplement. Alors, vous avez aussi réalisé la couverture de votre ouvrage. Donc, on ressent bien une inspiration japonaise, des mangas. Ça ressemble beaucoup au dessin manga japonais. Donc, quelles sont toutes ces influences que vous subissez? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Siendella est une jeune fille moderne qui voyage un petit peu dans un monde fait de traditions. Il y a des inspirations, il y a une inspiration japonaise, espagnole. Alors, d'où vous viennent toutes ces influences? Alors, en fait, donc Siendella, effectivement, l'idée, c'est que c'est un personnage qui est très dynamique et le trait du manga permet justement de faire quelque chose de très dynamique. Donc, bouger très rapidement, des traits très simples et tout ça. Et c'est vrai que c'est ce qui caractérisait le plus le personnage. Donc c'est-à-dire que le personnage se ressentait, je trouve qu'il vibrait plus avec un dessin manga. Et c'est vrai que ça correspond d'autant plus parce qu'elle vient d'une ethnie qui est justement un mélange un peu entre Japon et Espagne. Donc je trouve qu'il y avait vraiment la résonance parfaite. C'était un peu un parti pris d'avoir pris donc un dessin manga, sachant que bon, ça peut toujours donner... Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce roman? Alors, ce qu'il y a de moi, c'est 2 choses. C'est déjà, premièrement, il y a tous les ressentis que qu'on peut avoir dans une vie. Donc, quand on est confronté à la vie, quand on est confronté à ses premiers déboires. Donc, je les ai retranscrits au travers de Siendella. Et l'autre chose, c'est que je trouvais que Siendella, en fait, je me perds un peu mes mots. Oui. Oui. Donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir comment une jeune fille réagirait en fait si on lui donnait quelque chose d'aussi fort. Et en fait, je m'étais mis dedans en me disant, si on me donnait la clé de toute chose, comment je ferais? Et en écrivant le livre, en fait, c'est une interrogation permanente. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place, quoi?
À un moment, vous dites aussi que le pouvoir est dangereux pour qu'il faut. On ne peut pas le donner en mettre entre toutes les mains, finalement, le pouvoir. C'est quelque chose qui peut corrompre. Oui, c'est vrai que c'est assez simple, mais c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de plus. Je veux dire, c'est vrai que Siendella va devoir apprendre à une sorte de maturité, c'est-à-dire que. Elle possède ce pouvoir-là, sans compter que toutes les cours ont toujours des objectifs, donc ils ont une façon très spéciale de voir les pouvoirs, non pas de manière, comme on a dit, bien mal, mais d'avoir un objectif clair et précis. Et ils voudraient que Siendella garde ça et qu'elle trouve sa propre voie et qu'elle trouve le moyen d'utiliser ses propres pouvoirs. Et ne pas se laisser en fait influencer par eux et devenir quelque chose d'une aberration ou génie du mal. Alors, Siendella voyage avec un masque de porcelaine au symbole runique, donc qui symbolise le néant, et un animal inerte qui est lové autour de son bras gauche. Et c'est ainsi qu'elle traverse des territoires, tous très différents. Écoutez. La cité de l'Atlantide, l'ancienne demeure de l'ange déchu, Seth. La description de la cité nécessiterait des milliers de mots, ou simplement une sensation, l'angoisse. Rien n'était uniforme ni même posé, ce n'était qu'un amas de demeures et d'espaces clos. Aucune loi architecturale, ni aucune culture. Seul un agencement se déterminait dans cette confusion, un système en spirale à étages. Une ville en hauteur et profondeur. Alors, mélange de tradition, de modernité, de fantastique qui s'articule parfaitement. Est-ce que c'est l'harmonie que vous recherchez ? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment donc une notion personnelle des choses. C'est-à-dire que j'incarne pas non plus une volonté d'être trop moderne, j'ai pas une volonté non plus d'être conservateur. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de prendre tout ce qui existe et d'en faire une force. Donc, si on retrouve des choses, on va dire, plus médiévales, plus fantastiques ou des choses ultra modernes, je pense que ça peut faire un tout. Donc, on peut tout mélanger. Et ça me semble important pour moi, tant dans le roman que dans ma vie personnelle, de dire qu'on peut tout prendre et en faire une force, tout simplement. Alors, il faut savoir que Siendella voyage à travers des territoires, des royaumes, que vous nommez des royaumes, et qui sont finalement très différents les uns des autres. Alors, ils se touchent, mais ils ne se confondent pas. En fait, ce sont des peuples qui sont très différents. Est-ce qu'ils s'opposent, ces peuples ? Alors là, c'est plutôt issu donc, de la série. C'est pour ça qu'on retrouve en fait une sorte de territoire un petit peu il y a un énorme territoire avec différents royaumes qui essayent de vivre en harmonie. Donc, on arrive au moment où Siendella arrive, au moment où tous ces peuples essayent de trouver un but commun, comment on appelle ça, un objectif tout simplement. Et donc, on retrouve différents endroits, donc complètement différents, qui vont essayer de s'harmoniser. Et on est vraiment dans cette période charnière où justement tous ces peuples vont essayer de s'harmoniser pour. Donc elle voyage aussi avec deux amis, elle voyage avec un animal étrange qui est lové autour de son bras. Alors que signifient tous ces symboles finalement? Parce que cet animal s'appelle Ifrit, oui. Mais en fait il porte d'autres noms et on découvre peu à peu qui c'est. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier, tous ces on va dire ces artefacts tout simplement. Son animal inerte, c'est par rapport à l'histoire, on va dire de manière plus générale. C'est-à-dire que c'est le reste d'une conscience d'un dieu qui est toujours là symboliquement pour rappeler que Siendella possède un pouvoir divin, donc un pouvoir qui dépasse l'entendement. Et ça, c'est pour un peu rappeler tout le temps au lecteur que même si c'est une jeune fille, elle possède ce pouvoir divin pour essayer de dire qu'elle est entre les deux, quoi. Et ses compagnons sont un peu plus symboliques que réellement, on va dire, ils n'agissent pas vraiment à fond dans l'histoire. Et c'est vrai qu'ils servent un peu de symbole pour rappeler tout le temps d'où ils viennent, comment est le lieu, mettre un peu de simplicité de manière permanente, quoi. Donc des personnages qui restent simples, qui ne possèdent rien de très particulier, hormis une personnalité un peu marrante, mais rien, ils n'ont pas de pouvoir, ils ne font pas partie d'un dessin supérieur. Et par contre, différents artefacts avec Siendella pour rappeler qu'elle, justement, même si elle est issue du peuple, possède un pouvoir qui dépasse l'entendement. Donc elle voyage à travers ces territoires et puis au fur et à mesure, finalement, c'est un voyage initiatique de la vie et elle découvre la peur, la solitude, la force de l'amour, etc. Donc des sentiments qui d'une part la nourrissent et d'autre part l'affaiblissent.
Oui, c'est ça, tout simplement. C'est vrai que Siendella est une jeune fille, tout ce qui est de plus ordinaire, donc finalement, elle vit en plus, je l'ai mis dans une période où on est de jeunes adultes, où elle se pose toutes les questions, où elle a la vie qui commence, et tout ça, c'est simplement ce qu'on ressent tous les jours, quoi. C'est des sentiments très simples. Je me demandais, est-ce que le cycle utopien, il va se poursuivre? Vous avez déjà été l'auteur de plusieurs séries. Est-ce que ça va se poursuivre? C'est votre style? Alors oui, ça se poursuit sur un dernier ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a eu pour l'instant 2 livres. Après, il y a un 3e livre qui est très complet, qui est très très long à terminer. Et Siendella, en fait, est un peu parallèle à cet ouvrage-là. C'est-à-dire que Siendella, en fait, va se compléter à un dernier ouvrage qui s'appelle Alda, donc l'une des gardiennes, du roman. Et on va voir cette fois-ci on va revoir un point de vue parallèle à tout ce que Siendella a vécu. Et ça terminera donc ma série qui s'appelle Cycle utopien. Et j'ai commencé d'ailleurs une nouvelle série. Alors vous avez choisi de nous lire un extrait aussi, donc je vous laisse le temps de le lire. Le personnage que vous allez découvrir ce soir est une jeune fille que j'ai connue et qui m'a marqué à vie. Et j'aimerais à travers mes chants et mes musiques vous faire vibrer et vous emporter au-delà de votre quotidien, pour vous montrer ce que j'ai vécu et ressenti au contact de cette héroïne si extraordinaire. Je l'ai vue naître en tant que héros, et vue s'affirmer pour aller toujours plus loin. J'ai découvert sa force en même temps que ses faiblesses. Alors pourquoi vous avez choisi cet extrait? Alors cet extrait-là est très pertinent pour moi parce que Nilwenn s'adresse donc au public. Donc c'est le passage-là où on voit vraiment qu'elle s'adresse directement au public. Moi, à travers le barde, je m'adresse directement aux lecteurs. Et c'est un petit passage où je montre justement ce qui m'a plu quand j'ai écrit le livre. En quelques mots, on découvre tout ce qui m'a marqué, Siendella, toutes les interrogations qu'elle a pu poser, tout ce que ça m'a apporté. Alors donc, on sent aussi qu'elle essaie de maîtriser ses sentiments, qu'en fait, il est nécessaire de maîtriser ses sentiments, d'avoir de la volonté pour se réaliser. Est-ce que c'est comme ça? En fait, c'est ça la leçon de vie? Oui. Se réaliser pour réaliser? Oui, c'est quelque chose auquel je crois énormément. C'est-à-dire que la volonté, c'est ce qui permet, enfin, le fait de pouvoir accomplir tout ce que l'on désire par sa volonté, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Ouais. Et Siendella, pour moi, est là pour faire passer ce message-là, en disant qu'on peut toujours y arriver, qu'il faut absolument persévérer, donc utiliser de volonté. Et ces sentiments, il faut savoir les maîtriser, parce que c'est ce qui fait notre force, donc du coup, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc pour moi, maîtriser ces sentiments, c'est quelque chose d'important. Voilà, mais en tout cas, Nicolas Chatou-Combulle, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, je vais vous demander encore un dernier exercice. Ça, c'est la tradition maintenant. Il faudra que vous vous dirigiez tout à l'heure vers le miroir et que vous écriviez l'entame de ce qui pourrait peut-être être la suite de cette saga. En tout cas, voilà, vous avez juste quelques mots à écrire. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement entre les lignes, bien sûr.